Donc bonjour à tous. Et on va donc parler un peu de physiologie, d'anatomie, de la ventilation. Et Antoine m'avait donné comme titre Anatomie et physiologie respiratoire, indication de la ventilation et spécificité Covid. Donc comme je vais parler essentiellement de physiologie, parce que c'est probablement la partie initiale de tout ce qui va être fait dans la journée. Il y aura sûrement peu de Covid parce que la physiologie, c'est les fondamentaux, et les fondamentaux, ils changent pas beaucoup d'une pathologie à l'autre, même si on aura l'occasion de peut-être d'approcher quelques spécificités. Donc le système respiratoire, qui est celui qui nous intéresse aujourd'hui, ce système respiratoire, en fait, peut être résumé en une équation. Et il y a une équation qui est importante et qui permet d'à peu près tout comprendre en ventilation, d'être capable de régler un ventilateur, d'être capable de le surveiller, c'est l'équation du mouvement. Et on pourrait dire que tout naît à peu près de cette équation du mouvement. Globalement, si on résume, vous verrez que sur le plan anatomique, je vais être très simpliste. Si on résume le système respiratoire en trois éléments, on va voir d'abord la fonction airway. Donc là, si vous voyez ma flèche, la fonction airway, c'est ce qui part de la bouche et qui va aller jusqu'aux grosses bronches. C'est une fonction qui permet de transporter les gaz. Après, on va voir ce qu'est le poumon, qui a une fonction d'échangeur, qui va permettre des échanges gazeux, l'oxygénation et l'épuration du CO2. Et il y a une pompe. Et cette pompe qui permet de faire fonctionner le système respiratoire, c'est le diaphragme. Globalement, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'inspiration, c'est quelque chose d'actif, c'est-à-dire que ça demande de l'énergie. Et donc la contraction du diaphragme, c'est le seul muscle inspiratoire à l'état stable, on va dire. La contraction du diaphragme va être responsable d'une dépression au niveau pleural. Donc on va abaisser la pression pleurale. Cette dépression va entraîner une entrée de gaz dans le poumon et c'est ce qu'on appelle l'inspiration. À l'opposé, l'expiration en physiologie, en état stable, est un mécanisme passif. Et pour tous les modes ventilatoires, l'expiration demeure un mécanisme passif, c'est-à-dire qu'elle ne nécessite pas d'énergie, mais du coup, elle va nécessiter du temps, parce qu'il faut le temps que le système se relaxe. C'est vrai pour tous les modes, sauf pour l'oscillation en haute fréquence, l'HFO, dont on ne parlera pas ou peu, qui est un haut-parleur, où inspiration et expiration sont actives. Mais pour tout ce qui va nous intéresser aujourd'hui, retenez que l'inspiration est quelque chose d'actif, qui demande de l'énergie. L'expiration est quelque chose de passif, qui demande juste un petit peu de temps. Et donc on voit qu'en physiologie, quand on respire au calme, vous devant votre écran, la pression oscille autour de zéro, avec des pressions parfois légèrement négatives, parfois très légèrement positives, mais qui permettent de générer ce qu'on appelle de la ventilation. La fonction airway, l'échangeur qui est le poumon, et donc la pompe qui est le diaphragme, et donc l'inspiration active et l'expiration passive. Donc j'en étais là et on voyait à l'état physiologique la ventilation qui se fait avec un régime de pression qui est autour de zéro, parce qu'il n'y a pour ainsi dire pas de pression quand on est en ventilation spontanée. Et globalement, en physiologie aussi, le temps inspiratoire représente à peu près un tiers de la révolution, c'est-à-dire un tiers à l'inspiration, deux tiers à l'expiration. Quand il y a une détresse respiratoire, la fréquence respiratoire augmente considérablement, le volume est beaucoup plus bas chez le patient qui est non assisté. Et on va donc avoir l'inspiration et l'expiration qui vont se réduire considérablement. Et le problème, c'est que l'expiration étant passive, vous allez voir qu'on va générer de la gêne à ce niveau-là parce qu'on va avoir un petit peu moins de temps. Donc j'en reviens à mon équation du mouvement, qui est donc l'équation fondamentale pour bien comprendre le système respiratoire. Cette équation du mouvement indique la pression dans les voies aériennes, la pression qu'on va mesurer, et la résultante de la pression inhérente et générée par le système musculaire et de la pression générée par le ventilateur. Ça, c'est un élément de base et à tout moment, quel que soit le mode ventilatoire, on peut résumer ça ainsi.
Donc globalement, si on développe l'équation, cela veut dire que la pression dans les voies aériennes est la composante d'une pression qui est résistive, due aux résistances, et d'une pression qui est élastique, qui est due à l'élastance du système thoraco-pulmonaire. On détaillera point par point. Et si on développe un petit peu plus, on se rend compte qu'en fait, la pression dans les voies aériennes, c'est la résistance bronchique due à la sonde d'intubation, multipliée par le débit, plus l'élastance par le volume courant. Donc, ce qui permet de simplifier un peu plus, et c'est les points que nous allons prendre, parce que l'élastance étant une approche très physiologique et peu utilisée, moins utilisée, on va dire, en clinique et pour la surveillance, que la pression dans la voie aérienne, c'est les résistances par débit, plus le volume courant divisé par la compliance. La compliance étant l'inverse de l'élastance, mais on y vient. Donc voici notre représentation du système respiratoire. Et avant de rentrer dans les différents éléments de l'équation du mouvement, on va juste parler un petit peu de différence entre ventilation et oxygénation, parce que même si ce sont des rappels, je pense que c'est toujours important pour être sûr qu'on parle bien de la même chose. L'oxygénation, c'est la pression artérielle en oxygène ou la saturation artérielle ou capillaire en oxygène, dont les déterminants sont essentiellement la FiO2, c'est-à-dire la fraction inspirée d'oxygène, et accessoirement la pression expiratoire positive. À l'opposé, la ventilation, c'est le balayage, entre guillemets, c'est-à-dire le volume courant, la ventilation minute qui va passer dans les poumons. Et cette ventilation minute, c'est la fréquence respiratoire multipliée par le volume courant. Une ventilation minute, c'est une fréquence multipliée par un volume. Et si on pousse un peu plus loin, cette ventilation, elle va se séparer en deux entités. La première qui est la ventilation alvéolaire, qui est celle qui est efficace en termes d'échange gazeux, et la deuxième qui est la ventilation de l'espace mort. Ce qui veut dire que la ventilation alvéolaire, c'est la fréquence respiratoire multipliée par le volume courant, moins la ventilation de l'espace mort. Et tout ce qui va augmenter l'espace mort va diminuer la ventilation alvéolaire à ventilation minute standard. Et ça c'est vraiment important en termes de surveillance de la mécanique ventilatoire, en termes de surveillance du ventilateur au lit du patient, en termes d'adaptation et d'adaptabilité. Je vous donne un exemple tout bête. Quand on met un filtre échangeur de chaleur et d'humidité, on va augmenter l'espace mort de 100 ml, ce qui veut dire que si on ne modifie pas la ventilation, on va diminuer la ventilation alvéolaire du même volume. Donc, encore un mot oxygénation et manque d'oxygénation, entre guillemets. Je vais passer rapidement là-dessus. On parle d'hypoxémie, qui est la baisse des réserves d'oxygène dans le sang, et non pas d'hypoxie, qui est un mécanisme cellulaire. L'hypoxie étant un manque d'oxygène au niveau des cellules. Et donc les mécanismes de l'hypoxémie, ça va être soit l'hypoventilation alvéolaire, c'est-à-dire quand on baisse la ventilation, et ça c'est relativement bête, il suffit de prendre l'équation des gaz alvéolaires que vous avez là, et globalement on sait, si je prends celle de la deuxième et qui est la plus simple, que la pression alvéolaire en oxygène, c'est la pression barométrique, donc elle va dépendre de l'endroit où on se situe, moins la pression de saturation en vapeur d'eau multipliée par la FiO2, moins la pression alvéolaire en CO2, divisé par le coefficient respiratoire. Et donc si je vous donne là un ordre de grandeur, ce qui veut dire que la pression alvéolaire en oxygène, quand on respire de l'air, elle va être de 713 multiplié par 0,21, moins la pression alvéolaire en CO2 divisé par 0,8, qui sera un coefficient respiratoire à peu près standard. Et donc si je vous mets ça en équation pour quelqu'un qui est normocapnique, ça veut dire que la pression artérielle en oxygène, on estime qu'elle est à peu près semblable à la pression alvéolaire, la différence est tenue. Pour quelqu'un qui aurait 40 de capnie, un poumon qui fonctionne normalement, un échangeur qui fonctionne normalement, on voit que la PaO2, ça va être 713 multiplié par 0,21, moins 40 divisé par 0,8, c'est-à-dire 99. Ça, c'est une PaO2 normale de quelqu'un qui respire de l'air. Mais alors que le poumon fonctionne bien, si je rends mon patient hypercapnique parce que je diminue la ventilation minute, très rapidement, oui, là je monte la capnie à 80, je n'ai rien changé ni en termes de FiO2, ni en termes de qualité de l'échangeur. Et on se rend compte que juste en diminuant la ventilation alvéolaire, on va diminuer de façon considérable l'oxygénation.
Et là, pour le même échangeur, je me retrouve avec une PaO2 qui est à 49. La vraie spécificité de ces hypoxémies dues à une hypoventilation alvéolaire, c'est que dès qu'on augmente un tout petit peu la FiO2, vous voyez là dans l'exemple, je fais passer de 0,21 à 0,3, ce qui pourrait être 2 litres d'oxygène aux lunettes chez quelqu'un qui respire pas trop vite. En maintenant la capnie à 80, ben, je monte ma PO2 à 113. Donc ça, c'est un vrai déterminant de l'hypoxémie induite par l'hypoventilation alvéolaire. C'est pas le plus fréquent en réanimation, mais il faut savoir que ça existe. À l'opposé, le plus fréquent, c'est ce qu'on appelle le shunt en réanimation ou les troubles de l'admission veineuse. Et donc, quand on a une augmentation du shunt ou de l'admission, des troubles de l'admission veineuse, ben, c'est une hypoxémie qui va être très mal corrigée par l'augmentation de la FiO2. Et c'est ce qui fait une vraie différence. Vous voyez dans ce graphique-là que, quelle que soit la FiO2, quand on a un shunt qui est important, on n'a plus de correction de l'hypoxémie parce qu'il y a des zones qui sont non ventilées. Donc, si je reviens à mon système respiratoire, après ces quelques rappels, ça va peut-être un peu vite, mais je crois que c'était important de se baser là-dessus. La première grandeur, c'est donc la résistance. Et ce qu'il faut retenir, c'est que la résistance, c'est une différence de pression à deux entrées, dans l'entrée et à la sortie de, par exemple, d'un tuyau, ça pourrait être de la trachée ou d'une bronche. Et ces résistances, c'est un phénomène dynamique. Donc la différence de pression va être rapportée au débit. Et donc plus on va avoir de débit, plus la pression induite par plus la pression résistive va être importante. Et donc sur un ventilateur, quand on surveille un patient qui est ventilé, la pression résistive, c'est la différence entre la pression de pic et la pression de plateau, divisée par le débit. Et on va revenir là-dessus parce que c'est vraiment un phénomène important. Vous voyez, là vous avez un patient qui est ventilé en volume contrôlé, on le voit parce que le débit, c'est le flow qui est noté, est un débit carré, un débit constant. Et donc on voit que la pression va augmenter pour arriver à une pression sur toute la phase inspiratoire, à une pression qu'on appelle la Pmax ou la Ppic ou la pression maximale. Cette pression maximale, quand l'inspiration s'arrête et qu'on a une pause, là vous voyez on a une pause, elle va diminuer très rapidement pour arriver à la pression de plateau. Et puis après, quand on a l'expiration, vous voyez sur la courbe de débit, on a l'expiration qui se génère, on a la pression qui va revenir au niveau de la pression alvéolaire ou de la pression expiratoire positive. Eh bien, les résistances, les pressions résistives sont la différence entre la pression de pic et la pression de plateau divisée par le débit. Or, si on se met par exemple quelque chose qu'on utilise souvent en clinique, c'est-à-dire un débit inspiratoire à 60 litres par minute, si votre débit inspiratoire est égal à 60 litres par minute, ça veut dire qu'il est égal à 1 litre par seconde. Et donc, mes résistances vont être la pression de pic moins la pression de plateau divisé par 1 litre par seconde. Donc, auquel cas, ce ne sont plus que la différence entre P pic et pression de plateau. Ce qui permet de voir assez vite quelles sont la part due aux résistances dans la pression qu'on va générer chez notre patient. Ces résistances, elles varient essentiellement avec le diamètre des tuyaux dans lesquels le gaz circule, donc le diamètre de la sonde d'intubation. Plus il est petit, plus la pression générée par la résistance va être importante. L'encombrement, quand vous avez des sécrétions trachéales qui diminuent le diamètre du tube, le bronchospasme et un débit qui va augmenter de façon très importante. Parallèlement à cette compliance, à cette résistance, on a la compliance qui, elle, est une grandeur qui est plutôt statique et donc qui est l'inverse de l'élastance. L'élastance étant la mesure utilisée en physiologie vraie, mais qui est le reflet de l'élasticité thoraco-pulmonaire. Donc cette compliance va être en fait l'augmentation de pression générée par le volume courant qu'on va administrer au patient. Et donc ce sera la différence entre la pression de plateau, qui est le meilleur reflet de la pression alvéolaire, et la pression atmosphérique. Pour quelqu'un de sain, la compliance pulmonaire est autour de 200 ml par minute et la compliance de la paroi n'est pas très différente. Ce qui fait que la compliance thoraco-pulmonaire va être la somme des deux compliances et donc va être aux alentours de 100 ml par minute. Cette compliance est donc le volume courant qu'on va insuffler divisé par la différence entre la pression de plateau et la pression de pipe. Elle s'exprime en millilitres par centimètre d'eau. Et globalement, ce qu'on va regarder, c'est quelle est l'augmentation de pression
chaque fois qu'on rajoute 1 millilitre dans le poumon. C'est ça le reflet de la compliance. Vous voyez sur cette boucle pression-volume, quand on a l'inspiration et l'expiration, en fonction de la pression qui est nécessaire pour administrer le volume courant, on a la compliance. Et la compliance, c'est ni plus ni moins que la pente de la courbe. Cette compliance va donc varier avec le parenchyme pulmonaire, et on a énormément parlé de compliance pendant la phase du Covid. En fait, on avait ces patients qu'on intubait avec une pneumonie à Covid, en disant c'est du syndrome de détresse respiratoire aiguë parce qu'ils étaient très hypoxémiques. Et en fait, on avait des compliances élevées. Probablement parce que c'était pas du vrai SDRA à la phase aiguë et que c'était plus de la pneumonie hypoxémiante pour d'autres raisons. Ce sera peut-être détaillé un peu plus tard. Parce que quand ces patients se dégradaient, là vous avez des patients au début, puis qui font la surinfection bactérienne, ces patients Covid, là, on a même, je vous avais mis sur scanner, des abcès pulmonaires ou des empyèmes, c'est-à-dire des abcès pleuraux. Mais là, on avait une compliance qui devenait effondrée. Pourquoi? Parce que la compliance du parenchyme pulmonaire a été très altérée par la surinfection bactérienne et probablement par le syndrome de détresse respiratoire aiguë. La compliance, et Jules en parlera, l'altération de la compliance, c'est une des vraies caractéristiques du SDRA. Donc, on sait que ça bouge avec le parenchyme pulmonaire, avec la position, selon que le patient soit en proclive, complètement allongé, avec l'abdomen qui remonte. La curarisation et la sédation, qui sont des premiers moyens d'améliorer la compliance, puisque pourquoi est-ce que quand on curarise, on améliore la compliance? Rappelez-vous l'équation du mouvement alvéolaire. Si vous curarisez votre patient, la pression musculaire est égale à 0. Donc, la pression dans l'airway n'est plus que la pression générée par le ventilateur par rapport au parenchyme. Donc, comme quoi, quand on comprend l'équation des gaz alvéolaires, vous voyez, pour tout ce qu'on fait au quotidien au lit du malade, ça permet de concevoir. Donc, sédation, curarisation, volume pulmonaire. Plus le volume pulmonaire est bas, plus la compliance est altérée. Et par exemple, un patient qui va avoir une compliance qui s'effondre, que vous êtes en train de surveiller, la compliance était subnormale, elle était à 60, elle passe à 30 d'un coup. Un des facteurs qu'il faut rechercher, c'est par exemple une intubation sélective. Si vous êtes en volume contrôlé, votre volume courant ne change pas, le volume pulmonaire est divisé par 2 par l'intubation sélective, donc la compliance va être divisée par 2. On peut aussi comprendre à partir de cette équation que chez l'enfant, et plus on se rapproche du nourrisson ou du prématuré, donc plus le volume pulmonaire est bas, plus la compliance sera altérée. Et donc cette compliance va varier avec le volume du poumon, indépendamment du côté physiologique et sain du poumon. Et c'est ce qui a amené certains auteurs à parler de pression motrice. La pression motrice, qui est la différence entre la pression de plateau et la PEP. Cette pression motrice, c'est la compliance standardisée au volume courant. C'est-à-dire, quel que soit le volume pulmonaire, la valeur de P-PAT moins PIP est stable. Elle n'est pas influencée par le volume pulmonaire, ce qui n'est pas le cas de la compliance. Une autre façon de l'exprimer, ce serait de dire que chez un nourrisson à poumon sain, la compliance va être basse parce que le volume pulmonaire est bas, alors que la pression motrice sera normale. C'est un lien important entre pression motrice et compliance. Donc enfin, cette compliance, elle va varier avec la pression abdominale, la pression thoracique chez les patients qui ont la paroi très infiltrée. Tout ce qui va baisser la pression de la paroi va baisser la compliance parce qu'on ne mesure à travers le ventilateur que la compliance thoraco-pulmonaire. Ce n'est pas la compliance pulmonaire pure qu'on mesure, c'est un reflet des deux. Et donc il y a moyen d'enlever la composante thoracique ou thoraco-abdominale de la compliance, c'est de mesurer la pression transpulmonaire. Et donc la pression transpulmonaire, ça va être la pression alvéolaire moins la pression pleurale. En fait, quand on se met dans une autre façon de représenter le système respiratoire, vous voyez, la pression qui est dans les alvéoles est influencée par tout ce qu'il y a autour. Tout ce qu'il y a autour, c'est la pression pleurale. Et donc, si on supprime cette notion-là de pression pleurale, on va avoir uniquement la pression alvéolaire. Pour faire ça, on ne peut pas mesurer la pression dans la plèvre, donc on va mesurer la pression dans l'œsophage, pour le tiers inférieur et le tiers moyen. Et donc cette pression œsophagienne n'est pas exactement la pression pleurale en valeur absolue, mais ça va être un très bon reflet. Et notamment les modifications de la pression œsophagienne
vont être complètement corrélées aux modifications de la pression pleurale à la condition que le ballonnet soit bien passé. Et donc, ce qu'on voit là, c'est que là, vous avez les variations de pression œsophagienne en fonction des variations de pression alvéolaire. Et donc là, on a une pression œsophagienne qui est très négative sur la partie initiale. Pourquoi? Parce que le patient est occlu et en ventilation spontanée. Et donc, quand on occlue en ventilation spontanée, on a l'effort inspiratoire et donc la pression qui devient très négative. On est à peu près sûr d'être bien. Là, on n'est pas de la même façon. Là, sur la partie droite, on est en pression contrôlée. Et donc, on voit que c'est juste en tapotant sur le thorax quand on fait une occlusion qu'on a des variations de la pression œsophagienne, ce qui veut dire que nous sommes bien en place. Une autre façon de le représenter, c'est de dire chez un patient en ventilation spontanée, comme vous et moi, la pression alvéolaire, elle est autour de 0. La pression pleurale, elle est négative, c'est ce qui permet de faire rentrer de l'air dans le poumon. Et donc, la pression transpulmonaire va être de 0 moins 8. Elle sera de plus 8 dans cet exemple. À l'opposé, chez un patient qui est anesthésié, qui a des poumons sains, la pression alvéolaire va être autour de 9. La pression pleurale, il n'y aura pas d'effort, sera 0. Comme il y a le poids de la plèvre, il y a un tout petit peu de pression. Et donc votre pression transpulmonaire, elle est des plus 8 aussi. Dans les deux cas, on a la même pression transpulmonaire, alors que les pressions ne sont pas du tout les mêmes. Chez un patient qui a un syndrome de détresse respiratoire aiguë, où la pression alvéolaire va être à 30, si vous avez la paroi qui est très infiltrée, ou si le patient est obèse, par exemple, la pression pleurale peut monter jusqu'à 25, auquel cas vous voyez 30 de pression au niveau alvéolaire, mais la pression transpulmonaire, dans cet exemple-là, n'est que de plus 5. Donc chez des patients obèses, chez des patients à la paroi très infiltrée, il est important de prendre en compte la pression pariétale dans la pression alvéolaire et dans le reflet de la pression œsophagienne. Je vous donne un autre exemple pour comprendre ce qu'est la pression pleurale. Là, pour ceux qui l'ont reconnu, si vous avez des Iglepsy, un des plus fameux trompettistes de jazz. Et donc, la pression au niveau de la trompette de Dizzy est de l'ordre de 150 cm d'eau, ce qui est une pression de plateau. Or, il n'est pas mort d'un pneumothorax. Pour quelle raison? C'est que la pression dans la plèvre nécessaire à monter la pression alvéolaire autour de 150 cm d'eau est de l'ordre de 140. Donc notre pression transpulmonaire, vous voyez, elle est de 150 moins 140, qui fait plus 10. Donc c'est important pour comprendre les pressions et le reflet de la pression alvéolaire, qui est la pression de plateau, de tenir compte de ce qui se passe dans la paroi. Il y a quelques variables dérivées de ces grandes variables que sont la grandeur, que sont la compliance et la résistance, et notamment la constante de temps. C'est une variable très physiologique. Et la constante de temps, c'est le produit de la compliance par la résistance. Et on sait que pour qu'un poumon ait le temps d'expirer totalement, un mécanisme passif, il faut que le temps expiratoire soit de l'ordre de 4 constantes de temps au minimum, pour avoir 98%. Donc quand on va régler notre ventilateur, chez des patients un peu difficiles, qui ont une obstruction bronchique notamment, il est important de tenir compte de la constante de temps. Tout simple, compliance multipliée par résistance. En physiologie, 5 constantes de temps pour vider tout le poumon. En pratique, à partir de 4, on estime que c'est à peu près suffisant. Une des dernières grandeurs dérivées de la compliance et de la résistance et du système respiratoire globalement, c'est l'énergie. L'énergie, c'est probablement quelque chose d'important à prendre en compte. L'énergie, c'est celle qu'on va délivrer dans le poumon à partir du ventilateur. Donc cette énergie, elle a deux composantes. Une composante qui est dynamique et une composante qui est statique. La composante statique, c'est la PEP. Plus on met de PEP, plus on va mettre d'énergie. La composante dynamique, c'est le débit inspiratoire, c'est le volume courant. Là, vous avez la formule de l'énergie. Et ce qui est important, c'est pas de la retenir, mais c'est de se dire que là, vous avez l'augmentation d'énergie en même temps qu'on augmente la PEP. C'est pas très important. Par contre, dès qu'on va utiliser un volume courant élevé, dès qu'on va augmenter de façon considérable le débit inspiratoire, on va augmenter l'énergie qu'on met dans le poumon. Or, le poumon a des difficultés à dissiper l'énergie, notamment si on ne lui laisse pas suffisamment de temps expiratoire. Et donc, ce qui explique que l'augmentation d'énergie peut être délétère pour le poumon. Un des reflets principaux de ça, en clinique, au lit du malade, c'est la fréquence ventilatoire. Les patients qui ont ventilation spontanée avec aide inspiratoire, par exemple, respirent très vite, à 30, 35, 40, 45. Ou ceux à qui on va mettre, parce qu'on réduit le volume courant, des fréquences respiratoires de l'ordre de 30, 35 par minute, on va augmenter de façon très importante l'énergie qu'on délivre dans le poumon, et c'est potentiellement très délétère pour nos patients.
Donc voilà pour toutes ces grandeurs que j'ai essayé de vous présenter assez rapidement. En pratique, qu'est-ce qu'il faut retenir de ça? Il faut retenir que qu'on fasse du volume ou de la pression, c'est pareil. Ce qui compte, vous voyez, une fois de plus, c'est de regarder la pression qui est la plus près de la pression alvéolaire. Or, chez la plupart des patients, c'est la pression de plateau qui est le bon reflet de la pression alvéolaire, sauf si la paroi est très infiltrée, sauf chez le patient obèse, auquel cas il faut faire de la pression transpulmonaire. Vous avez là, dans les deux cas, le débit expiratoire qui est le même, parce que l'expiration est quelque chose de passif. Donc on sait que c'est à peu près la même chose. Qu'est-ce qu'on doit retenir aussi? Que en ventilation en volume contrôlé, qui est ce qu'on fait le plus en France, vous avez un débit inspiratoire qui est un débit constant, qui est un débit carré, alors qu'en pression contrôlée ou en aide inspiratoire, le débit est un débit décélérant que vous avez là. Ça ne change pas grand-chose. On va retenir qu'il est important de surveiller les courbes sur le ventilateur, mais ce sera détaillé plus tard. Mais par exemple, en ventilation en volume contrôlé, si vous avez une altération de la compliance ou des résistances, vous avez une augmentation de la pression dans les voies aériennes, parce que le volume est contrôlé, donc ça c'est important. Là, vous avez une modification, c'est pas si c'est résistance ou compliance, mais le volume est garanti. Le volume, c'est l'intégrale du temps. Donc sur la courbe expiratoire, on voit sur la courbe de débit, pardon, on voit très bien le volume qui est garanti, mais la pression augmente parce qu'il s'est passé quelque chose. Et ce quelque chose peut être différent en fonction de ce qu'on voit. Et ça, on va le voir là. Là, par exemple, qu'est-ce qui se passe? On a une augmentation des pressions d'insufflation au niveau du ventilateur. Mais si vous analysez cette augmentation des pressions, il s'agit d'une augmentation de la pression de crête, qui est très importante. Si on regarde que la pression de crête, on ne peut pas conclure. Si on regarde la pression de plateau qui ne change pas dans cet exemple, on peut tout à fait conclure. Que se passe-t-il? Il y a une augmentation très brutale des résistances bronchiques qui est très probablement en faveur d'une sonde qui se bouche ou d'un patient qui mord la sonde ou d'une sonde qui se coude. Mais uniquement l'analyse du ventilateur va pouvoir nous donner les clés pour comprendre ce qui se passe au niveau du patient. 3 mots sur le volume courant. C'est avec l'augmentation du volume courant quelque chose qui est très délétère. Là, vous avez du poumon de souris qui est ventilé 30 minutes. Au bout de 30 minutes, on voit que c'est plein de rouge. C'est comme un bleu, c'est bourré d'œdème hémorragique. Et on sait que ce volume courant important, il n'est pas bon. Initialement, on a décrit pour les patients en SDRA. Puis on sait maintenant que c'est pour les patients à poumon sain aussi, même au bloc opératoire. Donc le message est de dire que le volume courant, il ne doit pas être élevé parce que c'est délétère pour tout le monde. Ce volume courant, c'est simple, il doit être entre 6 et 8 millilitres pour la plupart des patients. Pour faire plus, il faut des arguments très 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 forts. Pour faire moins, mais c'est quand on n'a pas le choix. Le message supplémentaire, c'est que c'est du 6 à 8 millilitres de poids idéal théorique. On ne règle plus le ventilateur sur le poids, on sait ça maintenant depuis une vingtaine d'années. Et ce qui sous-tend ça, c'est que regardez, là on avait pris 2 patientes qui ont à peu près le même âge, à peu près la même taille, mais pas le même poids. Et quand on les amène au scanner, qu'on enlève le gras, le muscle, tout ce qu'il y a autour, vous voyez, là on laisse les os, on a possibilité avec des logiciels volumétriques de mesurer le volume pulmonaire. Et on se rend compte que ce volume pulmonaire, c'est exactement le même. Et l'idée qui sous-tend ça, c'est que quand on grossit pas du poumon, le poumon reste stable. Donc il est important de régler de 6 à 8 millkg de poids idéal théorique le volume courant. Et donc pour faire simple, le poids idéal théorique chez l'homme, c'est la taille moins 100, et chez la femme, c'est la taille moins 110. C'est pas totalement exact, il faut faire la formule de Lorentz si on veut des données complètement exactes, mais à 99% c'est bon. Donc pour retenir, je crois que ça permet d'avoir un borne de grandeur. Que dire de la pression expiratoire de la pression expiratoire positive, en dehors qu'elle ne doit jamais être nulle, sauf dans le cas du cœur pulmonaire aigu sur embolie pulmonaire, mais vous voyez c'est très très rare. Cette pression expiratoire positive va permettre ça ne change rien à la ventilation, c'est juste qu'au lieu de revenir à la pression atmosphérique, on va revenir à une pression qui est un petit peu plus haute. Et donc ça va permettre de maintenir le poumon ouvert. Ça va en tous les cas s'opposer au fait que le poumon se ferme petit à petit. Comment régler la PEP? Donc ce sera discuté après dans les différents modes, mais c'est quelque chose d'important de ne pas avoir de PEP nulle, sinon on sait que le poumon va se fermer petit à petit. La fréquence ventilatoire est quelque chose qui est un petit peu plus compliqué, sur lequel on a dit probablement beaucoup d'hérésies ces dernières années.
en disant que la limite maximale, c'était l'apparition de l'autopep. C'est-à-dire que là, vous voyez, j'augmente ma fréquence respiratoire. Et au bout d'un moment, quand je l'augmente, je ne laisse plus le temps à mon patient d'expirer. Et donc, vous voyez là-dessus que sur mon débit expiratoire, il ne revient pas à zéro. Il devrait être là. Ça veut dire que ma fréquence est trop rapide par rapport aux résistances bronchiques du patient. Donc, la limite, c'est l'apparition de l'autopep. En pratique, c'est probablement la quantité d'énergie qu'on délivre dans le poumon aussi qui est importante à prendre en considération. Mais quand vous analysez le ventilateur, quand vous regardez les courbes en surveillant le patient, dès que vous voyez un débit expiratoire qui ne revient pas à zéro, c'est qu'il y a de l'autopep. Donc soit le patient a une augmentation de résistance bronchique, soit le ventilateur n'est pas tout à fait bien réglé. On va passer là-dessus assez rapidement pour essayer de tenir. C'est une notion très importante et si on fait une pause télé-expiratoire, on voit que ça va revenir à zéro, le débit, alors que la pression, elle, augmente petit à petit. Donc, je passe rapidement. Les indications de la ventilation artificielle, ça va être développé dans tous les topos qui suivent, donc je ne vais pas là-dessus. Je finirai juste ce topo introductif sur la physiologie respiratoire en disant que c'est quelque chose d'assez simple. Moi, il m'a fallu beaucoup de temps pour comprendre, mais globalement, c'est assez simple, la physiologie. Donc, c'est pas le plus rigolo, mais je crois que c'est important de venir dessus et de revenir parce qu'on comprend au fur et à mesure des choses différentes. Quand on a les notions de physiologie, vous verrez que tout ce qui va être dit derrière tombe sous le sens. Tout est évident et que ça me semble très difficile de surveiller un patient sur le ventilateur si on n'a pas les notions de physiologie. Et quand on vient de traverser une période comme on vient de le faire avec le Covid, où on ne savait pas grand-chose sur l'atteinte pulmonaire, la seule chose qui nous a permis de naviguer et de ne pas faire trop d'erreurs, c'est la physiologie. C'est en étudiant la physiologie et le comportement de ces patients qu'on a réussi à ne pas être trop délétère. Je vous remercie de nous avoir écoutés. Donc, je suis à votre disposition pour répondre à vos questions via Antoine.